Salam, autant pour moi. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. D'abord, nous rendons gloire à Allah, nous bénissons le Très-Haut. Nous disons merci à l'Éternel, le Seigneur, notre Dieu. Nous remercions le Dieu de bonté, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu éternel, le Dieu miséricordieux. Nous disons merci au Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Tout en glorifiant et en magnifiant ce grand Dieu, nous rendons un hommage, un vibrant hommage à cette noble religion qui est l'islam, la religion du pardon, de la tolérance, de l'amour, de la bonté et surtout de l'humilité. Nous ne pouvons pas parler de l'islam sans évoquer le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé de Dieu, l'élu de Dieu, le choisi de Dieu pour annoncer sa parole, sa lumière au peuple qu'il a choisi, au peuple qu'il a appelé à ses côtés, au peuple qu'il a décidé de faire sien. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel et en bénissant le nom de son saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en glorifiant cette noble religion qui est l'islam. Alhamdulillah, gloire à Allah. Alhamdulillah, béni soit Allah. Alhamdulillah, nous demandons à ce Dieu de gloire et d'amour de veiller sur notre pays, notre beau pays, notre grand pays, notre noble pays, le Malibar, le Mali d'Assimi Goïta, le Mali de Mourbokone, le Mali de Choguel Kokala Maïga, le Mali d'Abdoulaye Diop, d'Abdoulaye Maïga, le Mali du grand Sabeleble Sadio Kamara, le Mali du grand législateur Malik Diao, le Mali de tous les Maliens, notre Mali, votre Mali, le Mali bas de l'Afrique, le Mali de la référence, le Mali qui précède, le Mali par qui tout commence. Regardez bien l'origine de ce que je pourrais appeler la lutte d'émancipation avec le RDA, Rassemblement démocratique africain, c'est ici à Bamako, sur les rives du Djoliba qu'est né le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Et ensuite, la lutte d'indépendance a commencé dans les colonies appelées colonies françaises. Je voudrais, avant de continuer, remercier Allah pour m'avoir inspiré de sa sagesse, pour m'avoir béni de cette connaissance que je partage avec vous parce que je ne l'ai jamais apprise à l'école. Je ne suis pas allé sur un banc, je n'ai pas fait la diplomatie, mais pourtant, je m'y connais en diplomatie. Je n'ai pas fait une école de politique, mais pourtant, je m'y connais en politique. Je n'ai pas fait une école de droit, mais pourtant, je m'y connais en droit. Je peux continuer. Je remercie le Dieu éternel de m'avoir inspiré le message d'hier. Beaucoup de gens ont été touchés par le message et j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui par le canal d'une personne très spéciale, le président de Unis pour le Mali, UPM. J'étais chez lui, on a échangé. Et c'est un président très simple que j'ai rencontré. Évidemment, c'est par pure coïncidence. Je ne savais même pas qu'il était le président de l'UPM, Unis pour le Mali. Et on s'est retrouvés là, selon la volonté du destin de Allah. On ne sait pas pourquoi. Mais en même temps, je voudrais saluer le ministre de la Réconciliation, il faut être honnête. Je veux être honnête. Le ministre Ouagué, il fait un travail exceptionnel. Dieu merci que le président Goïta il a vu les qualités du ministre Ouagué. Il a vu en lui. En fait, le ministre Ouagué, soit il allait être ministre des relations, ministre de quoi là maintenant?
le ministre des Affaires étrangères, soit la lettre pour la réconciliation. C'est-à-dire, Ouagé, si ce n'était pas affaires étrangères, ça allait être réconciliation. Mais comme il est dans la réconciliation, c'est bien. Parce que le monsieur, il maîtrise son domaine. Et le monsieur, il maîtrise la chose. Donc, merci au ministre Ouagé, au travail exceptionnel qu'il fait pour le peuple du Mali, qui croit à la transition. Mais avant de continuer, d'abord, permettez-moi le verdict de notre jeune frère Ben Adama Diarra est tombé. Ils vont faire appel, bien entendu. Donc, la justice suit toujours son cours. Ils vont faire appel, jusqu'à je ne sais pas. Donc, seulement mon plus grand souhait serait que quand ils vont faire appel, avec de nouveaux éléments, que les avocats de Ben seront à la hauteur. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas été à la hauteur, mais seront vraiment à la hauteur pour que, soit, il y a plusieurs façons de condamner quelqu'un. Moi, j'aurais souhaité, ça n'engage que moi, je présente mes excuses à la justice, je n'ai pas à vous dire comment faire votre travail. S'il ne s'en tenait qu'à moi, ce serait une condamnation sur sursis et en même temps une suspension d'activité politique, peut-être 6 mois ou 1 an. C'est vrai. C'est vrai. Je ne dis pas qu'il faut tolérer l'intolérable ou défendre l'indéfendable. Des erreurs ont été commises. Des fautes graves ont été commises. Mais il n'est nullement question pour nous, en ce qui me concerne en tout cas, de venir développer, de venir disserter sur les éventuelles failles où les erreurs ont été commises de la part de notre jeune frère. Je le dis toujours, mais moi je ne suis pas parfait. Mais je fais le maximum d'efforts pour tous les jours que Dieu fait, je demande à Dieu de m'aider à parfaire mon attitude, mon comportement. De sorte qu'avant le jour de mon appel, que je puisse paraître acceptable aux yeux de Dieu et pour m'épargner les feux de l'enfer. Donc, on commet tous des erreurs. Et moi, je demande à la justice, en cas d'appel, je n'ai pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils ont fait leur travail. Ils sont indépendants. Mais mon plus grand souhait aurait été de tenir compte d'un certain nombre du passé de l'accusé. Je crois que cela a beaucoup pesé. C'est pourquoi on est revenu à 2 ans, 1 an, 1 an. On a essayé de faire un choix équitable. Mais je dis aux juges qu'ils peuvent encore toujours revoir la balance. Rappelez-vous, quand notre père Abraham, lui-même, il a dialogué avec Dieu. Ce fameux dialogue avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Le péché, je pourrais dire c'était le péché que Dieu ne pouvait même pas pardonner. Puisqu'il a envoyé des anges pour détruire. Donc Dieu n'avait pas raison d'écouter. S'il ne voulait pas écouter Abraham, il n'avait pas besoin de faire passer les anges par la voix d'Abraham. Les anges n'avaient pas besoin de passer chez Abraham. Alors posons-nous la question, pourquoi Dieu a fait passer les anges devant chez Abraham, de sorte qu'Abraham les invite chez lui, partage le dîner avec eux, jusqu'au point de recevoir 2 grâces de la part de Dieu. Je dis bien 2. La première, l'annonce de la nouvelle que sa femme Sarah va avoir un fils. La deuxième, que après les négociations, Dieu est d'accord pour dire, je vais épargner Sodome et Gomorrhe. Donc, j'ai dit à nos juges qu'on peut toujours négocier. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je n'apprécie pas les États-Unis, mais ce que j'adore là-bas, c'est leur faculté de négocier. Ils négocient jusqu'à ce qu'ils trouvent un consensus. Ce n'est pas le 49-3 là-bas. Donc, je me dis que voilà pourquoi je demande aux avocats de faire encore preuve d'éloquence et d'arriver à convaincre avec de nouveaux éléments importants pour que la balance puisse jouer à la faveur de notre jeune frère
même si c'est avec sursis, une condamnation avec sursis, une suspension d'activité politique, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous jure que si on rentre dans les détails, c'est compliqué. Mais nous sommes des êtres humains, quel que soit X Alpha, et je ne savais même pas, on dit c'est un nouveau procureur, désormais qui est en charge de la cybercriminalité. Je ne le connais pas encore, je n'ai pas fait connaissance avec lui. Donc c'est un nouveau procureur, ce n'est plus le procureur Touré. Donc désormais, il ne faut pas en Touré, ce n'est plus Touré, hein. Il y a un nouveau procureur qui a été chargé. C'est l'information que j'ai reçue aujourd'hui. Donc, enfin, pour ceux aussi qui ont pris part au procès, ils ont pu voir que c'était un nouveau procureur. Mais d'ici là, prions Dieu que la sagesse gagne encore l'esprit des juges de la cour d'appel et que les avocats de Ben seront entendus et qu'ils feront preuve vraiment de perspicacité, d'efficacité pour que la sentence soit encore réduite. Nous ne disons pas de lever la sentence. Moi, c'est pas ce que je dis. Chacun doit assumer ses actes face à l'histoire. Mais je dis de faire en sorte que la sentence soit moins lourde, compte tenu du passé que l'homme a fait. Je dis bien compte tenu du passé qu'il a eu à faire, tous les services qu'il a rendus à ce pays. C'est par rapport à cela que je parle. Je ne parle pas d'un criminel avéré. Je ne parle pas d'un noviste, mais je parle de quelqu'un qui a lutté pour que nous ayons cette transition. Donc, je ne dis pas que la politique et la justice doivent s'entremêler. C'est pas ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, il n'y a aucun pouvoir au monde qui ne contrôle pas la justice. Si le pouvoir ne contrôle pas la justice, ce pouvoir est foutu. Un pouvoir qui ne contrôle pas la justice est foutu. Indépendant de la justice, là, allez dire ça ailleurs. C'est pas Keïta. J'ai commencé tout à l'heure mon direct en disant, je n'ai pas fait les cours de droit, je ne suis pas allé dans une école ou dans une faculté de droit, mais je peux parler du droit avec n'importe quel docteur en droit. Ça, je le dis et je mets n'importe quel docteur en droit au défi. Il ne faut pas venir me raconter mon code dit ça, mon code a dit ça, le code pénal, il faut laisser ça à côté. Viens, ton droit là, comment tu l'appliques dans la vie là, c'est de ça que je parle. Le droit que tu as étudié là, comment tu l'appliques dans la réalité, c'est ça que je parle, dans le pragmatisme, c'est de ça que je parle. Sinon, venez me citer le code d'article, code pénal, code civil, code... Ah, je ne parle pas de ça. Ça, je n'ai pas le temps pour ça. Ça, c'est ce que le livre t'enseigne. Ça, c'est ce que le blanc t'a enseigné. Mais dans la vie de tous les jours, ce que tu as enseigné dans l'école, quelle importance tu as dans la vie? C'est de ça que je parle. Parce qu'il y a une distinction entre aller apprendre les connaissances livrex, c'est-à-dire les connaissances de documents qui ont été mis en place par des hommes, et puis toi-même, dans la vie de tous les jours, c'est pourquoi on dit la meilleure école, c'est l'école de la vie. Mais dans l'école de la vie, là, c'est de ça que moi je parle. Viens, on va parler du droit. Alors, donc, on prie que vraiment la sentence soit moins, parce que nous sommes des êtres humains, je le dis toujours. Ceux qui disent pourquoi on demande cela, je demande à Allah chaque fois que vous allez demander pardon à Dieu ou invoquer Dieu, que Dieu vous rappelle les propos que vous tenez aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi. Si vous dites, si vous levez la main droite, pourquoi on défend Ben? Levez la main gauche pour dire, je n'aurai pas besoin qu'on me défende un jour. Vous dites, je n'aurai pas besoin de demander pardon à Dieu un jour. Vous dites, je n'aurai pas besoin qu'on me pardonne un jour. C'est ça. Quand tu lèves la main pour parler, il faut être certain que tu es prêt à assumer ce que tu dis. Donc, ce que moi je dis, je ne le défends pas. Ce que je dis, je ne mets nullement en doute le délibéré d'aujourd'hui. Ce que je demande, qu'on tienne compte d'un certain nombre de facteurs. Et qu'il y a une faute, sinon des erreurs graves qui ont été commises. Ça, c'est indiscutable. À moins qu'on soit malhonnête pour ne pas voir ce qui a été fait. Des erreurs graves ont été commises. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous des êtres humains, capables de commettre les mêmes erreurs, sinon pire que ça. Donc quand on sait ça, on met bas la terre et puis on dit que Dieu nous aide. Donc Ben tient toujours bon. Ça fait partie de la formation et j'espère sincèrement que cette épreuve-là te permettra aussi
de te remettre en cause. Si la justice te reproche quelque chose, c'est que toi aussi, tu dois te regarder au fond de toi-même et voir ta façon de faire. C'est important. Donc, je demande aux gens de Yarawolo debout sur les remparts d'avoir la maîtrise de soi et d'accepter, parce que c'est une réalité, on ne peut pas fuir son destin. Il y a une situation qui est là, qui s'est produite. Personne ne peut dire qu'il est content de ce qui a été dit. Et cette fois-ci, ce n'est pas une bande audio, c'est une bande vidéo qui a fait passer des propos vraiment alarmants, dangereux. Donc, que Ben lui-même accepte de se remettre en cause et revoir sa façon de communiquer. Parce que tout le problème, c'est ça. Il dit le procureur a mal compris. Donc, ça veut dire que lui-même, il n'a pas su communiquer. Il n'a pas su dire ce qu'il voulait dire ou ce qu'il supposait être dit. Quand Keïta parle de la communication, quand Keïta demande à la transition de mettre en place une véritable cellule technique de communication, c'est vrai. C'est Dieu qui fait aujourd'hui la communication d'Assimi Goïta, parce que nous tous qui parlons, là, moi en tout cas, ils n'ont pas 5 francs dans mon ventre. Mais je le fais parce que c'est mon pays, c'est le Mali. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont dormir sur leur laurier et puis ne pas réparer les erreurs. Donc je lance toujours un appel au président. C'est le président Assimi Goïta, il y a toujours un problème. Ça fait que ton premier ministre, par moment même, il devient activiste. Parce que ce que la stratégie de communication devait s'atteler à faire, quand lui, on lui donne la parole, Chugel se met à parler, il n'y a plus de retenue. Chugel parle jusqu'à... Moi-même, souvent, même j'ai honte. C'est notre premier ministre, souvent ça gêne. Mais bon, si tu parles trop, on va t'insulter. Hein? Si comme on est tous obligés d'accepter ça, ça c'est pas bon, ça n'honore même pas le Mali. Le premier ministre, regardez le premier ministre du Burkina. On l'a mis au travail, hein? On ne le voit même plus. C'est le capitaine seul qui fait la communication maintenant. Le premier ministre du Burkina, il travaille. Maintenant, le général Zen a déployé une stratégie. Il dit, lui, il reste en repli, mais il a mis, j'ai dit le général Tiani du Niger, il a développé une autre stratégie qui est contraire au Burkina. C'est-à-dire, lui met Zen devant le premier ministre, qui est un civil, et lui, il reste derrière. Donc, c'est Zen qui fait toute la communication. Mais en même temps, il y a une très grande stratégie de communication avec la complicité de la radio-télévision nationale du Niger, qui aide la transition, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais c'est parce que l'OLTM a failli au Mali. C'est parce qu'il n'y a pas une stratégie nationale de communication pour la transition que le Premier ministre se croit toujours obligé de parler quand on lui donne la parole. Et il parle. Et ça, ce n'est pas bon. Monsieur le Président, votre Premier ministre, il parle trop parce que vous n'avez pas une politique de communication. Donc, il est obligé de parler chaque fois pour essayer de dire certaines choses. Alors que si vous aviez cela, le Premier ministre serait en train de travailler comme le Burkina, comme le Niger, mais pas tout le temps sur les radios comme un activiste. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que les gens se trompent toujours, ils veulent te mettre dans le lot des vidéomans ou des activistes. Tu n'as rien à voir avec ça. Toi, tu es un analyste, hors pair, chevronné, attitré. Mais comme c'est le Mali, il faut les laisser réfléchir comme ça. J'ai ri. J'ai dit, bon ben. Alors donc, vous vous rappelez, ça aussi c'est une des qualités de Keïta. Quand il dit quelque chose et puis ça se produit, il sort et puis il prend le monde à témoin et il rend toute la gloire à l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala. Merci mon Seigneur, merci mon Dieu. J'ai dit au peuple français, vous avez un président assez idiot qui a marié sa propre grand-mère. Non content d'avoir marié sa propre grand-mère, il est en train d'humilier le peuple français. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour demander à ce petit président pervers, égaré, effronté, comment dire, c'est effronté, non? Aidez-moi les mots. Merci Luna. Donc, voilà, j'ai dit ce que l'ambassadeur de France vit aujourd'hui au Niger, pas plus tard qu'hier encore j'en parlais lorsque je m'adressais à l'Union africaine. Pas plus tard qu'hier j'en parlais. Aujourd'hui vous avez vu la vidéo. Il va pas. Niger dit d'accord, on est là, c'est chez nous. Ils ont coupé l'eau.
J'ai dit, coupez l'eau, coupez courant et puis amenez comme vous voulez. L'ambassadeur a commencé à sentir dans sa maison. Dans la maison, il a commencé à sentir. Tout le monde sent. Les bouches sentent, les corps sentent. Il n'y a pas l'eau pour se laver. On commence à se gratter. Il y a la poussière, il y a les moustiques. L'ambassadeur m'a pris le téléphone. Il dit, hey, ministre des Affaires étrangères, là, faut dire à ton petit président là, que moi, je n'en peux plus. Je veux rentrer. Je n'en peux plus. Si lui-même il veut, il n'a qu'à venir pour être ambassadeur au Niger. Moi, je ne veux plus, je rentre. Et la France, pour montrer son mécontentement que la France a fléchi. Maintenant, les fausses rumeurs là, qui étaient sur les réseaux, armée française déploie, la France et le Niger général a gagné le Niger a gagné je vous ai dit, le général n'a rien gagné. Et le porte-parole de la transition du Niger est sorti pour dire ce que Keïta a dit est vrai. Que ce qu'on voit est faux. Rien n'est vrai dedans. Mais quand je disais ça, même les plateaux de télévision chevronnés, attitrés, reprenaient le Niger, le général a gagné, victoire du général. Même des médias russes, je dis, vous êtes tous des menteurs. Vous n'avez rien compris encore. Mais si je dis, venez vous asseoir, je vais vous enseigner, on dit, je me vante. Mais c'est ça qui fait la qualité. Ça dit que quand les gens viennent et puis laissent les messages, moi, dans ma boîte, ça ne me gêne pas. Mais arrangez-vous pour que ce que vous dites là soit vrai. Moi, j'ai dit pour moi. J'ai dit, venez vous asseoir, je vais vous enseigner parce que ce que vous dites est faux. Voilà la transition même qui sort pour dire tout ce que Keïta a dit est vrai. Et mieux, tout ce que j'ai dit par rapport à l'ambassadeur, tout a été appliqué. Quand on a saisi, vous avez vu la vidéo, non? Quand on a saisi les bidons d'eau là, c'était le dernier espoir de l'ambassadeur. Il n'y avait plus. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'on coupe l'approvisionnement. Et tout fournisseur qu'on va surprendre en train de fournir quoi que ce soit à l'ambassade de France doit être poursuivi en justice pour trahison. J'ai dit pour moi. J'ai dit on va voir s'ils vont tenir, mais s'ils ne vont pas tenir. Ou bien, j'ai dit on va voir s'il va tenir. J'ai dit pas de problème, pas d'escalade de clôture. Faites un blocus total sur l'ambassade. Rien ne rentre, rien ne sort. Ils ont attrapé un premier mercenaire français. Macron est en train de gueuler, on dit tu n'as rien vu encore sur tes garçons, non, tata, tu ne sais pas ce qu'on a préparé. Je vous ai dit qu'il y a cette guerre-là. Je vous ai dit qu'il y a la main de Dieu dedans. Il y a des gens qui ne me croient pas. Au Nigeria, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Allez-y, prendre. Allez-y. Allez-y. J'ai dit, Dieu fait son palabre. Je vous ai dit, il y a Dieu dedans. Nous, on ne se vante pas. Mais quand on parle, on dit, Keïta, tu te vantes. Je dis, Alhamdulillah, si c'est me vanter, j'en suis fier. Au moins, je ne dis pas que je mens. Babo Laurent dit, c'est mon nom que je vais laisser à mes enfants. Moi, là, c'est mon honneur que je vais laisser à mes enfants. C'est ma dignité, ma crédibilité que je vais laisser à mes enfants sur les réseaux. Donc, Dieu me dit que je mens et peu importe la contradiction. Je ne dis pas que je dois être d'accord avec tout le monde. Ce n'est pas ce que je dis. Ou je ne dis pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Ce n'est pas ce que je dis non plus. Mais quand je parle, apporte la contradiction de ce que j'ai dit. Sur la base de ce que j'ai dit, apporte les faits qui disent le contraire. Quand nous avons dit que Dieu est dedans et que Tinubu, ancien bandit de drogue, il n'a qu'à faire attention, il ne faut pas attirer la colère de Dieu. On a vu chez Kaou, mais chez Kaou, là, c'est quoi là? Boko Haram s'est réveillé. Ah, c'est pas notre souhait. Mais ils ont coupé l'énergie. Ouattara a demandé à ce vendeur de drogue sans foi ni loi, qui ne respecte aucune dignité humaine, de couper l'énergie. Ah, Nigeria aujourd'hui était plongé dans le noir. Une partie, 36 États du Nigeria étaient dans le noir total. Ils ont goûté à la saveur du crime que Tinubu est en train de commettre au Niger. 36 États simultanés, sans courant. Alors je ne vous dirai pas les dégâts que cela a causé. Mais ça fait plus de 2 mois déjà. Et le Niger commence à s'adapter. Je dis la meilleure façon pour l'homme de survivre, c'est face aux difficultés que l'homme devient ingénieux.
c'est face aux défis que l'homme devient créatif et imaginatif. Et l'homme crée en fonction de ses besoins et en fonction des défis. Et le Niger aujourd'hui est en train de surmonter, petit à petit. Il y a des centrales qui vont naître bientôt, mais en dehors de ça, il y a des grands groupes qui ont été commandés. Je crois que la Turquie, je ne sais pas encore, la Chine, la Russie, et puis quel autre, voilà, qui vont fournir des grands groupes pour essayer de revenir doucement. Donc, l'énergie du Niger est un chef-d'œuvre avec la transition pour résoudre rapidement la question de l'énergie, la question de la distribution de l'électricité dans les zones où le courant a été interrompu, ce qui était fourni directement par le Nigeria. On a déjà surmonté l'approvisionnement. Maintenant, le message que je vais lancer, ce sera le message de la fin. Et pas la fin de notre direct, hein. On n'est qu'à 25 minutes, mais ce sera vers la fin, si je n'oublie pas, la création de la monnaie pour les 3 États. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Si je n'oublie pas, je vais vous dévoiler ce dont il s'agit. On est en train de préparer un truc balèze contre la CEDEAO et contre l'UMOA. Ce à quoi ils ne s'attendent pas. Mais on va développer. Alors donc, la France a finalement décidé de faire partie son ambassadeur du Niger. Après un bras de fer, dans l'humiliation. La France, c'est fini. Il y a des humiliations dont on ne peut plus se relever. Et la France est en train de subir ces humiliations, où on ne peut plus se relever. Par la faute d'un pervers maléfique, satanique et président, un président pédé, que Dieu, parce que Dieu va détruire ce petit-là. Avec sa grande gueule là, Dieu va le détruire. Dieu prend son temps toujours. Parce que c'est le Dieu de la justice. Il donne toujours le temps à chacun de se ressaisir. Donc, l'ambassadeur de France au Niger a été expulsé du Niger. La France a demandé que l'ambassadeur finalement quitte le Niger. Donc, si ceci est fait, la question que je me pose, sinon qu'on doit se poser, est-ce que le soi-disant ministre des Affaires étrangères qui est en France là, avec la vieille femme qui ne se respecte pas là, qui dit qu'elle est toujours ambassadrice du Niger en France là. Parce que il est clair, bon, on va regarder ça d'abord. Permettez-moi de rentrer en... Bon, ok, c'est bon. J'ai pas envie de... Ok, c'est bon, on va aller comme ça. Quoi? Oui. Voilà les gars. Regardez, quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Voilà. YouTube. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce qu'on avait besoin de ça? Mon ami, quitte là-bas, c'est quel Gabon? Je vais te bloquer, tu seras ta tête fermée là, Gabon, Gabon. Ambassadeur de France, qui ne le connaît pas? Il ne connaît même pas le drapeau du Niger. Le mur derrière là, il y a, j'ai dit drapeau, il ne connaît même pas la carte du Niger. Le mur derrière même, il y a la carte du Niger qui est dessus, il vient me dire Gabon ici. C'est pas au Gabon.
Vous racontez quoi même? Quel Gabon? Vous là même là, vous réfléchissez un peu. Ah tiens, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour réfléchir. Derrière le mur là, c'est pas la carte du Niger qui est dessus. Le mur qui est derrière là, c'est quelle carte qui est écrite dessus? Bon, attendez, hein, attendez. Ils disent, hein, maintenant, attendez. J'aime pas discuter. On va voir. Si vous avez raison, moi je suis très simple. Si c'est vous qui avez raison, on vous donne raison tout de suite. On va s'arrêter là. On va aller doucement. Je vais juste prendre la capture de son visage. Au Gabon, l'ambassadeur de France. Donc, attendez, hein. Attendez. On va écouter, hein. Donc, le Gabon a chassé aussi l'ambassadeur de France. Moi, je veux bien savoir. Donc, le Gabon, moi, vos trucs là, je ne rentre pas dans vos commentaires là. C'est ce que vous avez fait ici. Vous avez envoyé photo de Didi Kaba pour dire qu'il a reçu 2 balles dans la tête. C'est vous les mêmes personnes là qui avez dit qu'il a reçu 2 balles dans la tête. C'est vous qui avez dit ça. Et j'ai dit que c'est faux. Après, on a trouvé qu'il n'a jamais reçu de balles dans la tête. C'est vous qui avez dit ça ici. C'est vous encore qui dites qu'il y a eu 9 000 ou 30 000 personnes dans le Sahel. C'est vous les mêmes personnes qui écrivez là, qui faites la... C'est vous encore qui êtes en train de... C'est vous qui avez partagé ça, qu'il y a 9 000 personnes dans le Sahel. Je suis sorti, il y a 0. J'ai dit, montrez-moi qui y a... Maintenant, votre affaire de Gabon là. Votre affaire de Gabon là. Moi, je suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais je voudrais bien regarder... Je vais voir l'ambassadeur, la photo de l'ambassadeur du Niger. Mon frère, arrêtez de m'emmerder Gabon là. Moi, je suis très clair. On fait en direct. Hein. Je vais demander photo de l'ambassadeur du Gabon. Maintenant, si c'est vous qui avez raison, je dis vous avez raison. Moi, c'est direct. Si vous avez tort, je dis vous avez tort. Si j'ai tort, je dis j'ai tort. C'est très simple. Maintenant, tu écris encore c'est Gabon, je te bloque. Français, ils sont en train de parler, c'est pour les animaux. Je dis, calmez-vous, on fait sortir les 2 photos. La vidéo est là. C'est Gabon. Toi, mais tu connais le Gabon? Attendez, ambassadeur de France au Gabon. Moi, je ne tourne pas au-dessus du pot. Vous êtes là. Voilà. Ça, c'est... Non, ambassadeur de France. Donne-moi une seconde. Au Gabon. Maintenant, au Gabon. Voilà. On va... C'est la photo que je veux. Je sors la photo. J'ai juste besoin de la photo. OK? Image. OK. Ça, c'est qui? Ça, c'est la biographie de l'ambassadeur de la France au Gabon et à Sao Tomé. C'est pas lui qui est là. C'est pas la photo du monsieur là qui est là. C'est pas la photo du monsieur qui est là. Hein? C'est pas sa photo qui est là. Regardez bien les visages. Hein? Regardez bien. Moi, je dis pour moi. Regardez bien les visages. Ça. Regardez bien. Maintenant, ambassadeur du Gabon au Niger. On va regarder photo. Ambassadeur. OK. Ambassadeur de France au Niger. Image. OK. Le voilà. OK. Le voilà qui est là. Hein? OK. C'est lui qui est là. Ça, c'est l'ambassadeur de France au Niger. OK? C'est lui qui est là. On ne fait pas palabre, il n'y a pas palabre. Maintenant, on va vous faire passer la vidéo. Et puis là où il y a l'image, je vais m'arrêter là-bas. Là où il y a l'image, là, mon ami, maintenant, ce n'est plus chose, hein, on nous pas d'ex-ministre ici. Mon ami, il faut rester tranquille. Moi, vos conneries là, je ne suis pas dedans parce qu'on se connaît sur les réseaux. Maintenant, on va regarder. Je ne suis pas pressé. C'est juste son image ici. Moi, c'est juste une image, c'est la photo du monsieur que je veux voir. Comme ça, chacun saura. Si c'est moi j'ai tort, je dirais que j'ai tort. OK. Attendez. Attendez, on va voir. Oh là là, ça passe vite. Ça passe un peu vite. On va voir rapidement. Je vais faire... Merde, j'ai du mal à... Oh là là, shit. Ça passe tel... Oh. OK. Ouf, j'ai du mal à...
pour ne pas perturber notre intervention. Bon, on met ça en suspens. Comme je n'arrive pas à avoir l'image nette de la vidéo pendant qu'on est en direct, je vais laisser ça en suspens. Je ne dis pas que ce que vous dites est vrai, donc n'acceptez pas ce que j'ai dit comme étant vrai. Mais on met en suspens. Ça veut dire qu'on a besoin de plus d'informations. Ça veut dire qu'on a besoin de plus de détails. Moi, je ne rentre pas dans les conneries. On a fait ça, on a vu ça. C'est ce que vous faites tous les jours. Les fake news là. Moi, je ne rentre jamais dedans. Dans les commentaires qu'on écrit là, je ne lis jamais. Même si je lis, je ne prends pas. Si j'estime qu'il y a un doute raisonnable, je dis d'accord, vous avez dit ça, j'ai entendu, moi je mets et puis je vais m'informer. Le lendemain, si je sors, si c'est vous qui avez raison, je dis effectivement, vous avez raison. Donc, après mes investigations de demain, si c'est vous qui avez raison, je vais dire, vous avez raison. Si vous avez tort, je vais dire, vous avez tort, et puis la vie continue. On est ensemble. Je ne suis pas censé tout connaître. C'est la vérité. Maintenant, c'est vous qui avez dit qu'on a tiré sur Dibi Kaka. J'ai dit, c'est faux. Il y a des gens qui m'ont insulté pour ça. Après, on a vu Dibi Kaka. Les mêmes médias qui vous ont dit qu'ils ont tiré sur Dibi Kaka, c'est les mêmes médias qui présentaient Dibi Kaka avec zéro faute. Donc, je ne rentre pas dedans. Mon ami, je ne rentre pas dedans. Je dis, le débat est clos. Je vais m'informer. Je vais me renseigner. Et puis, on va travailler là-dessus. Alors, donc, ceci dit, pour ne pas créer une polémique inutile dans notre intervention, pour qu'on sache la vérité, je vais mener mes investigations demain. Si c'est lui ou si c'est pas lui, si vous avez raison, on dira que vous avez raison. C'est tout à fait normal, je suis un être humain, je peux me tromper. Mais je ne sais pas par un coup de tête parce que vous avez dit que je vais dire c'est ça. Je ne marche pas comme ça. Je m'informe toujours. Voilà. Alors, ceci dit, il y a... Excusez-moi, je vais enlever la vidéo puisque il semble qu'il y a une contradiction. Alors, hier, je vous ai dit, les Européens, eux, ils prennent des décisions, ils sont juges, ils sont bourreaux. Ils vous jugent, ils vous condamnent, ils appliquent la sentence. Mais quand nous jugeons, nous condamnons et nous appliquons la sentence, il y a un tollé général, il y a une confusion générale, on n'est pas d'accord. Hier, je vous ai dit que Bazoum a été condamné pour haute trahison. Nous avons appliqué la sentence, il a été destitué et Bazoum est désormais conjugué au passé. Voilà la transition du Niger a fait sortir une liste de personnes. Une liste de personnes. Une liste de conseillers. 2600 conseillers à la présidence de la République du Niger, sous Bazoum. Quelqu'un m'a envoyé l'info, mais je n'ai pas pu les chiffres exacts. 2600 conseillers à la présidence du Niger. 2600 conseillers. Et ils ont donné les chiffres. Ils ont donné les chiffres. Cela équivalait au paiement. Les 2600, ils sont payés. Je crois que les chiffres sont là. Ils sont payés. Ça, c'est la présidence. Il y a la primature. Il y a les ministères. Il y a l'Assemblée nationale. Donc, en un mot, quand vous regardez sous le régime de Bazoum, comment les fonds étaient dilapidés. C'est ce qui explique. Toutes ces personnes-là étaient corrompues. Donne-moi une seconde. Pour nous, il est clair que quand Bazoum, lui seul, dans l'année, on a 365 jours dans l'année. Je dis bien, dans l'année, on a 365 jours. Et vous avez 2600 conseillers. Ça veut dire qu'il y a des conseillers que vous ne verrez même pas pendant 3 ans. Parce que 3 ans,
Ça vous fait à peu près 1000 jours. 3 ans va vous faire à peu près 1000 jours. Donc, jusqu'à la fin de son mandat, il y a des conseillers qui ne verra jamais. Je dis bien, jusqu'à la fin de son mandat, il y a des conseillers parmi les 2600 qui ne verra jamais. Waouh! Il est fort, Bazo. Il a pris des conseillers qu'il ne verra jamais, qui sont payés. Leur salaire tournait, je crois, je n'ai pas bien vu, mais je crois que leur salaire tourne autour de 700 ou 800. Bon, je ne sais pas, un truc comme ça, j'ai vu, mais je n'ai pas pu mémoriser parce que je conduisais, j'étais en train de regarder en conduisant. Ça, c'est Bazoum. Donc, Bazoum même, il allait finir son mandat. Il y a des conseillers même qu'il a nommés en 2 ans de pouvoir. Je dis bien, en 2 ans de pouvoir, il y a des conseillers qu'il n'a jamais vus. Et il y a des conseillers qu'il ne verrait jamais jusqu'à la fin de son mandat. Mais ils étaient payés. Donc, quel genre de conseils pour lesquels ceux-là avaient été recrutés? Un conseiller que tu ne peux pas voir, mais qui est payé sur le dos du contribuable. Et on nous dit que c'était le meilleur président qui travaillait beaucoup pour son peuple, qui aimait son peuple. À la primature, voilà, 725 000 francs par mois. Voilà, c'est ça. 725 000 francs par mois. Donc, des gens sont payés à 725 000 juste pour dormir chez eux. Parce que je me demande bien combien de bureaux il a la présidence pour accueillir 2000 personnes. Je me demande bien combien de salles de spectacle, à Niamey il a pour recevoir jusqu'à 2500 personnes à l'intérieur. Et quel genre de conseil 2600 personnes peuvent lui donner dans un mandat? Donc finalement, on comprend un peu où partait l'argent du pétrole qui n'est jamais rentré dans les caisses de l'État. Et c'est ceux-là qui veulent parler aujourd'hui. Assimi Goïta n'a pas fait ça. Capitaine Ibrahim n'a pas fait ça. Mais pourquoi le général Tiani fait ça? C'est la véritable question que chacun doit se poser. Le peuple du Niger en avait marre, donc il fallait mettre un terme à une certaine forme de gabégie. Maintenant, le Premier ministre, lui, il avait à son niveau 445 conseillers. 445 conseillers et qui étaient payés à 405 000 francs par mois. Donc, 445 conseillers, le Premier ministre ne peut même pas voir l'ensemble de ses conseillers pendant 1 an. L'année, c'est 365 jours. Mais lui, il avait 445 conseillers. Donc, même le Premier ministre ne pouvait pas voir tous ses conseillers pendant 1 an. Ça, c'est le Niger, considéré comme pays pauvre. Un pays pauvre, un pays compté parmi les pays les plus pauvres au monde. La primature, 445 conseillers. La présence, 2600 conseillers. Des conseillers qu'il a nommés qui étaient payés, qu'il n'a jamais vu de toute sa vie, Bazo. Des conseillers qui étaient payés par la primature que le Premier ministre n'a jamais vu de toute sa vie. Alors donc, maintenant le président de l'Assemblée nationale, lui au moins, il avait 300 conseillers. Le président de l'Assemblée nationale avait 300 conseillers. Et les 300 conseillers étaient payés à 360 000 francs par mois. Et les 300 conseillers, le président de l'Assemblée nationale devait, s'il voulait voir tous les 300 conseillers, au moins tous les jours, il devait avoir un conseiller. C'est-à-dire que ce que je dis ne prend pas en compte les samedis et les dimanches. Donc, si nous tenons compte des jours ouvrables, c'est 5 jours qui sont ouvrables. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est les 5 jours ouvrables de la semaine. Le samedi, tout le monde sait, à la présidence, personne ne travaille les samedis, si ce n'est peut-être des visites officielles ou bien des rencontres officielles. Sinon, le samedi, ils ne travaillent pas. À partir de vendredi soir, tout le monde est déjà en congé pour le week-end. Donc, ça veut dire que si vous enlevez les 2 jours des 7 jours, et puis vous faites le calcul, ce n'est même plus 365 jours. Donc, ça veut dire que aucun, ni le président,
ni le Premier ministre, encore moins le président de l'Assemblée nationale, ne pouvaient voir l'ensemble de leurs conseillers pendant une année ouvrable. Je dis bien une année ouvrable, c'est-à-dire 5 jours dans la semaine, ça fait 20 jours dans le mois au lieu de 30. Ça fait 20 jours dans le mois. Puisqu'on a 4 semaines dans le mois. Donc ça fait 20 jours dans le mois. Et on a 12 mois. Donc les 20 jours, vous les calculez, ça fait 240 jours. Donc 240 jours. Et là encore, c'est même pas tous les jours qu'ils travaillent parce qu'il y a les visites officielles, il y a les voyages officiels, il y a les visites, tout ce que vous connaissez, puisque nous parlons politique ici. Alors donc, regardez bien, et c'est là on dit que nous, on a empiété la démocratie. C'est ça là la démocratie, hein. C'est ça la démocratie à l'africaine. Une démocratie importée, une démocratie imposée, une démocratie qui tue, qui vole, qui pille. Une telle démocratie, est-ce que l'Afrique en veut? Est-ce que l'Afrique en a besoin? C'est la question que chacun devrait se poser. Alors donc ici, regardez. Normalement, si le président travaille tous les jours, les 5 jours de la semaine, ça lui fait 240 jours dans l'année. Alors sur 2600, donc il lui faut au minimum 10 ans de pouvoir. Je dis mais 10 ans de pouvoir pour pouvoir avoir au moins tous les 2600 conseillers qu'il a nommés. Je dis mais 10 ans de pouvoir. Il fallait 10 ans de pouvoir à Bazo pour pouvoir voir au moins les conseillers qui sont payés à l'argent des contribuables nigériens. 10 ans de pouvoir. Alors vous voyez ça. Et le ministre des Affaires étrangères, lui, il avait 98 conseillers qui étaient payés à 300 000 francs par mois. Et puis le président Sesok, je ne sais pas ce que ça veut dire, 412 conseillers, 215 000 francs par mois. Voilà ce que coûtait au peuple du Niger la gabegie financière de Mahamadou Issoufou et de l'ancien rebelle Mohamed Bazoum. C'est ça qu'on appelle démocratie et c'est pour ça, c'est pour avoir dénoncé ça qu'on veut tuer le peuple du Niger. C'est pour avoir arrêté l'hémorragie financière du Niger qu'on veut tuer le peuple du Niger. C'est pour avoir dit non à cette gabégie qu'on veut tuer le peuple du Niger. Alors, voilà la réalité de la démocratie. Et ça, c'est parce que le général Tiani a eu le courage de démontrer le véritable visage de la démocratie au Niger. Assimi Goïta a préféré être l'enfant de son papa. Il a laissé Ibrahim dans le respect. Il n'a pas sorti la liste des conseillers. Alors je vous demande d'aller du côté de Ouattara. Faites sortir la liste des conseillers à la présidence de Ouattara. Faites sortir la liste des conseillers à la primature. Pour vous rendre compte de la gabégie. Voilà ce qu'on appelle la démocratie africaine. Et ça, c'est encouragé, entretenu, orchestré, soutenu par la France et certains pays occidentaux. Mieux on nous maintient dans une forme de démocratie ridicule, criminelle, une démocratie vilipendée qui vole, qui pille. Plus on nous maintient dedans, mieux on nous vole. Plus la démocratie est la corde. Avant, c'était les chaînes qu'on mettait au pied. Avant, on marquait avec le fer. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, les 2600, c'est l'ensemble des conseillers, c'est ça? C'est ce que tu me dis? Est-ce que le Niger a besoin même de 1000 conseillers? Est-ce que le Niger a besoin même de 500 conseillers? Est-ce que la présidence de la République, en plus des ministres, est-ce que la présidence de la République même a besoin de plus de 50 conseillers? Non. Il faut juste quelques conseillers pour aborder des sujets importants pendant des moments critiques. On les appelle pour que chacun échange. Dans quelle salle du palais de la présidence vous allez échanger avec 100 conseillers, avec 50 conseillers? Vous n'avez même pas besoin de 50 conseillers. Un bon président n'a pas besoin de 50 conseillers. Au grand maximum, 5-10, c'est suffisant. Pour un bon travail, 5-10 conseillers.
5 conseillers au maximum. Conseiller juridique, conseiller économique, au niveau des... Puisque pratiquement, ce qui se passe autour du président, c'est que tous les ministères qui sont gérés par des ministres, les ministères sont représentés par des conseillers autour du président. C'est ça aussi le problème. Il y a conseiller spécial chargé de la jeunesse, conseiller spécial chargé de l'éducation, mais il y a ministre de l'éducation nationale, mais il y a conseiller spécial auprès du président chargé de l'éducation nationale. Donc, il y a ministre de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, mais il y a un conseiller spécial chargé de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Il y a ça aussi. Maintenant, il y a un ministre de l'économie et des finances, il y a le conseiller spécial du président chargé de l'économie et des finances. Donc, un ministre, tu es ministre, le président, il a le conseiller aussi. Donc, ça veut dire que le simple poste, il est pourvu à 2 reprises. Alors que, bon, supposons qu'au Niger, on n'avait pas 50 ministres. Supposons qu'au Niger, on avait 20, 30 ministres. Si on a 20, 30 ministres, donc au grand maximum, c'est 20, 30, 40 conseillers qui pouvaient avoir Bazoum. Donc, peu importe que c'est l'ensemble de tous les conseillers qui font 2600. Dans tous les cas, les 2600, leur nomination a été validée par Bazoum lui-même. Il lui faut 10 mandats pour pouvoir rencontrer tous ces conseillers. Parce que le président, il peut discuter avec tous les conseillers. Donc, ce que j'ai dit n'est pas faux. Le président doit être en mesure de pouvoir discuter avec les conseillers. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il peut appeler un conseiller au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la primature, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Discuter avec eux. Mais 2600 conseillers, on va où avec ça pour un pays qui est considéré comme pauvre? Voilà la réalité. Et c'est ça qu'on appelle démocratie. C'est ça là qu'on appelle démocratie. C'est à cause de ça là que la France déploie des armes pour nous tuer au Niger. C'est ça la démocratie pour vous? C'est ça une démocratie? Le président dans un État africain ne travaille même pas plus de 120 jours dans l'année. Je dis bien 120 jours dans l'année parce qu'il y a les vacances. Donc quand vous prenez les vacances, quand vous prenez les visites privées, il ne travaille pas. Quand vous prenez les visites officielles, ce sont les parades, il ne faut rien. Alors, donc, on va aller où avec ça? On va où avec ça? Pour avoir dit non, il faut les tuer. Pour avoir dit non, il faut les asphyxier. Pour avoir dit non, il faut se rebeller. Maintenant, que ce soit l'ambassadeur du Niger, que ce ne soit pas l'ambassadeur du Niger, je pense que toutes les personnes sensées et intelligentes doivent tirer une leçon. La France est humiliée. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda, pour moi, c'est l'Afrique 1. Deuxièmement, c'est la France 2. Donc, peu importe le pays, quoi qu'il en soit, c'est l'humiliation. Et ce que nous avons dit aujourd'hui, ce que nous avons dit hier, des jours par le passé, aujourd'hui est appliqué à la lettre à Niamey. L'ambassadeur, il n'y a aucun ravitaillement au niveau de l'ambassadeur. Je dis l'ambassadeur, je parle de l'ambassade et de l'ambassadeur. Aucun ravitaillement. Donc que ce soit lui, que ce ne soit pas lui, forcément il va sortir comme ça. On a vu le départ de l'ambassadeur du Burkina et Safroulé, de l'ambassadeur de France au Burkina. On a vu son départ. On a vu le départ de l'ambassadeur de la France au Mali. On a vu. C'est toujours la France qui est au centre. Donc moi, peu importe, j'ai un objectif, c'est de chasser la France de nos pays. Que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Gabon. Je m'en fous éperdument. Ce que je veux, c'est que la France nous foute la paix et qu'elle fout le camp de nos pays. Qu'elle dégage de nos pays. Parce que voilà un visage de la démocratie tant prôné par les pays occidentaux.
Mais quand vous allez les acculer avec ça, ils vont dire, attention, hein, c'est un pays, c'est un État souverain, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ah bon? Si vous reconnaissez que nous sommes souverains, que nous sommes libres de faire ce que nous voulons, donc acceptez que nous condamnions Bazoum, que nous jugions Bazoum et que nous appliquions la sentence de le destituer. Pourquoi cela vous pose un problème? C'est votre pays. Vous pouvez aimer le Niger plus que nous-mêmes. Les moustiques qui nous piquent au Niger, là, ça vous pique chez vous là-bas. Le soleil qui nous frappe au Niger, là, ça vous frappe chez vous là-bas. La poussière du Niger, là, ça vous touche là-bas. Alors, pourquoi quand on vient, on veut balayer notre maison où il y a la poussière dedans, vous vous plaignez? On est venu pour balayer le Niger. Maintenant, votre problème, il est où? Est-ce qu'on a pris ordure du Niger qu'on balaye là, pour les mettre devant votre maison? Oui, je sais que tout... Non. Il faut... Je vais répondre rapidement à un Nigérien, Salifou a soumis. Ok, il faut écouter Salifou. Si le général Tiami a mis devant le monde entier la liste des 2600 conseillers, ils peuvent être plus que ça ou ils peuvent être moins que ça. On n'a que ce qu'on nous a présenté. Sinon, c'est plus que ça, hein, parce que tous les directeurs d'entreprise ont des conseillers. Moi, je peux vous dire que si on veut faire la liste, on va se retrouver à 5000 conseillers au Niger. Et lui, mais 5000 conseillers. Parce que là, on n'a pas pris en compte tous les ministères. On n'a pas pris en compte, comment on appelle ça, tous les départements techniques où il y a des conseillers. On n'a pas pris en compte, comment on appelle ça, les entreprises parapubliques où il y a des conseillers. Donc, si vous prenez l'ensemble de tous les conseillers, on se retrouve à 5000. Mais c'est payé par le contribuable. Alors, ce que je peux te dire, mon ami, ce que tu dois retenir, ça veut dire que la liste de toutes ces personnes-là, la liste est connue. Toutes ces personnes sont connues. C'est la liste qui est là. On n'a qu'à entrer les noms au niveau du, comment on appelle ça, du ministère des Affaires étrangères pour annuler tous les passeports. C'est très simple. Ils seront appelés à... On ne dit pas qu'ils n'auront pas de passeports nigériens, non. Mais tous les passeports diplomatiques seront révoqués. Donc, le ministère des Affaires étrangères sera chargé de révoquer tous les passeports diplomatiques de tous ses conseillers. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Hein? Tu n'as pas à t'inquiéter. Si la liste est sortie, qui a fait sortir la liste? Ceux qui ont fait sortir la liste. Révoquer un passeport, c'est plus facile que donner un passeport. Révoquer un passeport, là, tu prends, puis c'est les données, et tu mets tout simplement, c'est fini. Donc les passeports ne seront plus utilisables partout dans le monde où tu vas aller. Même la France qui fait la grande gueule, là. La femme qui dit qu'elle ne quitte pas, là, elle et puis son ministre Sengelini, là. Mais pour voyager, là, ils sont obligés de rester en France. Elle et son ministre des Affaires étrangères, là, autoproclamé, là. Ils sont obligés de rester en France. Parce que s'ils veulent voyager pour aller soit aux États-Unis ou dans un autre pays européen, il faut présenter un document administratif. Et leur passeport a perdu toute accréditation et toute crédibilité. Donc les passeports sont comme des papiers nuls entre les mains. Puisque les ambassades accréditées au Niger ont été notifiées de ce que leurs passeports ont été révoqués. Donc ça veut dire que dans un aéroport en Europe, s'ils présentent leur passeport, ça va sortir rouge. Ça, c'est le système de l'aviation internationale. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la France même ne peut même pas les protéger. La France ne peut même pas. La France ne peut pas réactiver un passeport que le Niger a désactivé. La France ne peut pas. Donc, en révoquant leur passeport, ils ne peuvent que rester en France. Ils ne peuvent pas sortir hors de la France. Le visa qu'ils ont, le visa Schengen, peut-être en cours de validité, peut leur permettre de circuler. Mais en dehors de ça, ils peuvent circuler à leur visa sans présenter leur passeport. Peut-être que des pays seront cléments en disant « Ah, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, il faut le laisser passer. » Peut-être pour ne pas les humilier. Mais s'ils s'hasardent d'aller dans certains pays où la loi est stricte, ils vont les recaler, ils ne passeront pas.
Donc elle fait la grande gueule, c'est en France qu'elle peut rester, elle ne peut même pas sortir de l'Europe. Aucun d'entre eux ne peut sortir de l'Europe. Ni la fille de Bazoum, dont le passeport aussi a été révoqué. Ça, on n'a pas fait écho parce qu'on n'en a pas besoin. La fille de Bazoum, elle fait la grande gueule, mais son passeport, elle ne peut pas voyager avec. Elle est bloquée, elle aussi, en France. Donc, pour répondre à mon ami du Niger, il faut rester tranquille. Tous les passeports de toutes ces personnes, tous les passeports diplomatiques de tous ces conseillers-là, tous ces passeports seront révoqués. Donc, tu peux dormir. Tu peux avoir la conscience tranquille à ce niveau. Alors donc, voilà le visage qu'on veut nous imposer pour la démocratie. Mais en même temps, il faut sortir à ça, je suis en train de faire mon intervention. Vous avez écouté le professeur Mamadou Koulibaly. Le professeur Mamadou Koulibaly, qui a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'époque de Laurent Gbagbo. Nathalie Yam, que vous connaissez, elle est conseillère, elle aussi, de Mamadou Koulibaly. Et elle a mis en ligne une intervention du professeur Mamadou Koulibaly concernant le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée par rapport au franc CFA. Le professeur Mamadou Koulibaly a fait une démonstration. C'est vrai, le professeur Mamadou Koulibaly, en tant que docteur en économie, il a fait un doctorat en économie, il est dans le professeur Mamadou Koulibaly, il est resté très très collé aux documents qu'il a étudiés, parce que c'est un professeur d'université, ne l'oubliez pas, hein. C'est un éminent professeur à l'université, il est professeur, il enseigne l'économie quand même, hein, il a fait le droit. Donc, alors donc, le professeur Koulibaly, tout le temps que je l'ai écouté, j'ai vu qu'il est resté beaucoup collé au bouquin. Il est resté beaucoup collé au livre. Il est resté beaucoup collé aux documents. Vous avez écouté le professeur Koulibaly Mamadou hier. Vous avez partagé, vous avez aimé. Mais permettez-moi d'apporter ma modeste contribution. Je n'ai pas de doctorat. Permettez-moi d'apporter une toute petite rectification dans les propos du professeur Koulibaly Mamadou concernant le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée. Il a parlé des États-Unis et il a expliqué, je ne vais pas revenir sur ça, je vais me limiter seulement par rapport à la monnaie. Hein. Il a dit, les 4 États peuvent créer une sorte de confédération avec un président central et que les autres États acceptent de devenir des États qui seront soumis à l'autorité suprême de l'État fédéral. Donc pour lui, pour que nos États puissent avoir une monnaie forte, il faut que nous soyons politiquement soudés comme étant une fédération d'États. Voilà. Maintenant, je vais parler. Je suis le professeur Mamadou Koulibaly par moment, quand il a le temps, il me suit. Même Nathalie Yamb, elle me suit. Donc, je voudrais inviter Nathalie Yamb à écouter et je voudrais aussi inviter le professeur, je peux me tromper, mais je ne crois pas sur ce coup-ci. On n'est pas obligé de rester dans les schémas classiques. Les Américains ont créé leur propre schéma d'entité politique et de souveraineté monétaire. Je dis bien d'entité politique et de souveraineté monétaire. Nous ne sommes pas obligés de rester dans un schéma classique. Nous pouvons créer notre propre schéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant même l'intervention du professeur Mamadou, je mets quiconque au défi d'aller et fouiller. Les premières heures, quand le Niger a renversé Bazoum, j'avais proposé un plan. Donne-moi une seconde, j'avais proposé un plan, donne-moi une seconde s'il vous plaît. J'avais proposé un plan et le plan que j'avais proposé, c'était la fédération, puisqu'on parlait à l'époque de la fédération du Mali,
Il s'agissait du Burkina et du Mali qui voulaient réactiver, mais pas selon l'ossature du passé, mais recréer avec une nouvelle vision. Et il y a des gens, il y avait un éminent professeur aussi burkinabé qui était sorti pour raconter sa petite vie de misère. J'ai dit qu'il n'a rien compris. Et ce jour-là, j'avais donné une explication. L'union du Mali et du Burkina, appelée Fédération du Mali, ce n'est pas une fédération qui sera le jumelage de deux États pour devenir totalement un État souverain. Non, chaque État garde sa souveraineté, mais nous allons créer un espace économique et monétaire. C'est là que je vais interpeller le professeur Mamadou pour dire que on n'a pas forcément, c'est pas trop sûr que la Guinée nous suive, mais les trois États peuvent créer un espace économique, soit chacun avec sa monnaie, soit avec une monnaie unique. Mais bien entendu, à l'intérieur de ces trois États, il n'y aura pas de frontières. Mais à l'extérieur de ces trois États, les frontières seront rétablies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le Mali et le Niger, entre le Niger et le Burkina et le Mali, il y aura une libre circulation. Et nos autorités douanières et policières doivent être instruites, formées à cet effet pour éviter d'entraver la marche de cette zone monétaire. Parce que si aujourd'hui la CEDEAO est un échec, la douane et la police dans nos différents États sont responsables. Parce qu'une fois que tu as une pièce d'identité malienne et que tu rentres en Côte d'Ivoire, c'est là que les policiers et les douaniers se frottent les mains. Ils vont te presser jusqu'au bout. Souvent même, ils vont te bloquer sans motif valable. Ils vont imaginer, créer des futilités juste pour soutirer de l'argent, alors qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens. Mais dans l'espace CEDEAO, c'est du bidon, c'est du vent, c'est faux, ça ne tient pas. Je le connais parce que j'ai choisi volontairement de voyager à l'intérieur de certains États pour découvrir la réalité de mes propres yeux. J'ai pris le car, j'ai voyagé et je suis allé au Ghana, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu comment les policiers traitent les passagers. C'est pourquoi, au regard de l'échec de la CEDEAO, je dis ces trois États-là peuvent créer cette entité économique et monétaire pour sortir du franc CFA. Parce que le professeur Mamadou dit, il faut qu'on soit d'abord une fédération politique. On n'a pas besoin d'être une fédération politique pour ça. Chaque État garde sa souveraineté, mais les trois États, d'abord, il y aura collaboration de la justice. C'est-à-dire, un voleur au Burkina peut être poursuivi au Mali et être extradé au Burkina. Un voleur au Niger, arrêté au Mali, doit être extradé. Donc, on revoit notre coopération judiciaire, notre coopération policière, et on renforce nos frontières, et on travaille en mettant ensemble une unité d'intervention rapide, une armée des trois pays, une armée d'au moins 2000 à 3000 soldats, prêts à décoller à tout instant pour intervenir dans les trois pays. Je donne un exemple. Le Mali peut donner 2000, le Niger donne 2000, le Burkina donne 2000. Ça fait 6000. Et les 6000 sont prêts à tout moment à intervenir à n'importe quelle partie de l'espace de ces trois pays. Donc, on peut créer une unité, une zone, autant pour moi, une zone économique et monétaire sans forcément dissoudre la souveraineté de nos États. Nos États restent souverains avec des présidents démocratiquement élus. Mais là, dans les trois pays, on exige, on crée, on revoit nos constitutions et on met dans nos constitutions un président qui vient mélanger la constitution pour donner une autre interprétation et vouloir faire plus de 2 mandats au terme de ces 2 mandats, tels que définis par la constitution. Les 2 autres pays se mettent ensemble pour venir l'enlever là, pour le prendre et puis le déposer. Et on donne autorité à l'armée. Tout président qui veut aller au-delà de 2 mandats, on donne autorité à l'armée de le descendre. Parce que tant qu'on ne comprendra pas, et tant qu'on ne prendra pas de décision,
il y a certaines choses qui vont continuer à se produire dans nos États. Alors donc, puisque demain on a un direct, je vais couper court en disant que j'avais dit qu'il y avait une importante information à vous donner. Notre prière, c'est que Assimi soit candidat. Et nous savons, si Assimi déclare sa candidature, que la CEDEAO va frapper le Mali de sanctions. Si le capitaine Traoré dit qu'il est candidat, il sera frappé, le Burkina sera frappé des sanctions. Donc, on est en train de se préparer à l'éventualité de la candidature d'Assimi Goïta et on est en train de se préparer à l'éventualité de sortir de la CEDEAO. Ça, c'est une information que je vous donne, elle est de source sûre, elle est fiable. Ce n'est pas de Chris Yapi, c'est de Cheikh Oumar Keïta. Le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà arrêté une position commune. Donc, il y a de fortes chances que les conneries de la CEDEAO ne nous concernent plus. Et que la pression de la CEDEAO sur organiser les élections ne nous concerne en rien. Puisque cette même CEDEAO-là, elle est prête à nous tuer, à tuer le Niger, à détruire le Niger et s'attaquer au Mali et au Burkina. Donc cette CEDEAO-là n'a plus droit à la parole dans la gestion de nos États. C'est pourquoi vous voyez, depuis la crise du Niger, la CEDEAO n'a plus le courage de mettre sa bouche dans la transition politique de nos États. On ne parle même plus d'élections au Mali. La France ne peut même plus. Parce qu'ils ont d'autres chats à fouiller. D'autres chats à fouetter, autant pour moi. Donc, nous sommes prêts et les décisions ont été déjà paraphées, signées. Ils ont déjà signé, chaque président, ils ont dit, il y a une déclaration des 3 pays. C'est déjà signé. 2 occasions pour sortir de la CEDEAO. La CEDEAO lance l'attaque, automatiquement on dépose la lettre de retrait de nos États. Un des présidents est candidat, la CEDEAO s'oppose, on sort de la CEDEAO. Donc aujourd'hui où on est là, on est en position de force pour faire de nos États ce qu'on veut. C'est pourquoi j'interpelle les 3 présidents à construire et consolider une véritable démocratie qui reflète nos valeurs, qui reflète notre culture, qui reflète notre identité. Mais pas une démocratie importée, avec 2600 conseillers. L'argent du contribuable. Il y a quelqu'un qui me dit, les 2600, c'est reparti sur l'ensemble. Mais moi, il y a un document que j'ai vu. J'ai un document que j'ai vu qui ne dit pas ce que lui a dit. Mais comme aujourd'hui, il y a eu beaucoup de contradictions dans ce que... beaucoup d'opposition par rapport à ce que j'ai dit sur la situation, la vidéo que je vous ai présentée. Donc, le temps pour moi de vérifier. Et ici aussi, de venir encore avec d'autres informations supplémentaires pour vous dire effectivement si oui ou non les 2600 c'est l'ensemble des conseillers ou si c'est seulement pour Bazoum. Donc il y a d'autres informations que j'ai dans ce téléphone-ci que je n'ai pas fait sortir. C'est là qu'ils ont détaillé exactement tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas un problème, on va le faire. Donc, il est important de garder en esprit que la démocratie qu'on nous a importée est un poison. Et cette démocratie, comme je l'ai dit, on n'est plus à l'époque précoloniale, coloniale, où on nous marquait au fer, où on nous enchaînait. Aujourd'hui, ils ont trouvé une subtilité très intelligente pour nous marquer et pour nous contraindre. La démocratie est la meilleure arme pour soumettre un peuple. La démocratie est la meilleure arme pour détruire un peuple. La démocratie est la meilleure arme pour contrôler un peuple. La démocratie n'a autre pouvoir, autre sens que de contrôler le peuple. Si vous n'avez pas compris ça, que la démocratie qu'on veut nous imposer, c'est pour nous contrôler, nous dominer, nous imposer un agenda, c'est qu'on a de sérieux problèmes. Donc, demain est un autre jour. L'heure est déjà avancée. On va se reposer. Et puis demain, on va revenir en forme sur des grands titres
On va d'abord éclaircir les zones d'ombre que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, on va développer plus pourquoi la démocratie est un poison, une arme. Le colon, le blanc, il a compris. Il faut leur donner leur indépendance. Il faut leur imposer une démocratie. Parce que, figurez-vous, ils ont dit, si vous n'appliquez pas la démocratie chez vous, on ne vous donne plus de prêts. Rappelez-vous, dans les années 90, si vous n'appliquez pas la démocratie, plus de prêts. Depuis quand la banque rentre dans la gestion politique d'un État? Depuis quand la banque se mêle de la gestion interne d'un État? Le FMI, la Banque mondiale, la Troïka, la Banque centrale européenne, toutes ces banques ont dit, si vous n'appliquez pas la démocratie, on ne vous donne rien. Donc, on revient avec un nouveau système de domination, de contrôle de notre psychologie, parce qu'on crée toujours. Et pour capter notre esprit, pour mieux nous dominer, pour mieux nous contrôler, il faut injecter la démocratie. La drogue qui va les tuer tous. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils ne s'entendront jamais et ils ne seront jamais développés tant qu'ils seront sous le contrôle de la démocratie. Et le petit blanc, il s'assoit chez lui, il nous pille, il nous vole, parce que nous, la démocratie est là. Peuple d'Afrique, que chacun se réveille. La démocratie n'est pas là comme bonne gouvernance. C'est la pire forme de domination. Parce que la démocratie contrôle le mind, l'esprit, et nous soumet à sa volonté. Et on croit qu'on connaît, on ne connaît pas. On croit faire sa propre volonté, mais on est contrôlé. Dans le choix même qu'on fait, la démocratie elle-même nous impose son agenda. On travaille selon l'agenda de la démocratie et on dit qu'on est libre et souverain. Je vais développer ça en long et en large, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On garde le contact, à très bientôt.